Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Des délégations des élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont déployées dans les deux régions depuis le début de la semaine pour renouer le fil du dialogue avec les populations. C'est une énième tentative de résoudre la crise qui secoue ces deux régions du Cameroun depuis pratiquement un an. À peine ces mesures sont annoncées que des voix s'élèvent pour protester. Des contestations qui portent aussi bien sur le casting des personnalités désignées pour conduire ces échanges que sur le contenu même de ces discussions. S'achemine-t-on vers un nouvel échec après celui d'il y a un an? Pourrait-on avoir un peu plus de chance si ces opérations étaient conduites par les femmes? Parlons justement des femmes. Les a-t-on suffisamment entendues depuis le début de cette crise? Y a-t-il un regard féminin de cette crise sociopolitique qu'il faut considérer? Y aurait-il une solution par les femmes? 237 débats ouvre justement le débat ce soir en donnant la parole aux femmes pour décrypter cette problématique. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 débat ce soir, j'ai introduit tout d'abord le docteur Yvette Balana. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Fangoua. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes enseignante à l'université de Douala et j'aime bien préciser que vous avez fait un doctorat en littérature négro-africaine, et également très connu avec un recueil de poèmes intitulé « Je suis la femme fleurie ». Oui. Mais au-delà, vous êtes également auteur d'un autre ouvrage très bien connu, Quand la veuve danse sur la tombe de la patrie. Si. Et ce soir, on va vous proposer un autre sujet. Que font les femmes quand la patrie est en danger? Ben, on en parlera bien sûr. On en parle tout à l'heure. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Docteur Jeannette Oguin-Foto, bonsoir. Bonsoir Monsieur Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Vous êtes également enseignante à l'université de Douala et vous êtes présentée comme étant très active sur le terrain de la défense des droits de la femme. J'aime bien préciser que vous êtes titulaire d'une thèse de doctorat en sciences sociales à l'université. En anthropologie. En anthropologie, voilà. À l'université de Strasbourg, 2012. Le thème, je crois, c'était maternité, décès maternel à Douala, approche anthropologique. Tout à fait. Et le sujet que nous allons proposer ce soir, c'est la femme camerounaise face à la crise anglophone, approche anthropologique. Ça vous convient? Entre autres. En tout cas, merci donc d'être venu sur ce plateau. Marceline Zogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Voilà. Vous êtes une femme politique, cadre du RDPC, c'est le parti au pouvoir, et sénatrice suppléante RDPC dans le littoral, c'est bien cela? Je pense. Il y a quelque chose qui m'a échappé, non? Non. Ça va. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Vous allez apporter un regard qui soit non seulement féminin, mais également politique, puisque les autres sur le plateau étant essentiellement des universitaires. J'introduis Pauline Poincy-Maïnga, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. Ben, c'est moi qui te remercie parce qu'à un moment donné, j'ai bien cru, j'ai bien voulu commencer à comprendre ou à croire que ton plateau était misogyne. Bon, je suis contente de voir que même comme je ne suis pas tout à fait satisfaite du casting, j'aurais voulu qu'on ait ici la parité, ça veut dire des hommes et des femmes. Parce que là, tu nommes femme-femme. Après demain tu vas recommencer homme comme si nous on était une entité à part. Mais merci quand même. Vous êtes, je ne veux pas faire cette polémique, hein, si vous êtes journaliste, chef d'agence du quotidien Le Jour, et je me souviens encore de cette lettre que vous avez écrite à Paul. Il vous a répondu déjà sur la crise anglophone? Non, mais il ne répondra pas. Je pense que comme mon père Chiroma l'a dit, le président est au courant de tout, donc je présume que lui, Chiroma, lui a fait parvenir le contenu. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, je commence avec vous, docteur Yvette Balana, sur cette question-là. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes ont suffisamment pris la parole depuis le début de cette crise? Est-ce qu'il y a un regard féminin qu'il faut considérer dans la gestion de cette crise qui dure depuis pratiquement un an dans notre pays? Bon, est-ce que les femmes ont suffisamment pris la parole? Oui. Mais des individualités de femmes. Et c'est là où il y a un problème.
des individualités des femmes, parce que depuis la nuit des temps, les femmes comme force politique se présentent comme force politique, comme force de pression en tant que groupe, donc dans le cadre d'associations. Depuis la nuit des temps, vous avez des sociétés secrètes très redoutées dans nos traditions, dans toutes nos aires culturelles, et des sociétés secrètes féminines. Donc, des individualités de femmes ont pris la parole. Moi, j'ai entendu Madame Poincier Maïga, j'ai vu des femmes politiques prendre la parole sur la question de la crise anglophone. Mais les femmes, les groupes de femmes, des associations féminines, des associations professionnelles féminines, de femmes juristes, de femmes universitaires n'ont pas pris la parole. Je crois que c'est là qu'il faut interroger. Maintenant, si on n'a pas pris la parole dans le cadre d'organes féminins, est-ce que nous pouvons vraiment faire entendre une voix audible dans la résolution de cette crise? Cela peut se comprendre, docteur Auguin. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait cette perception, je veux dire, cette lecture que fait le docteur Balana, est-ce que cela vous convient? Est-ce qu'il faut qu'il y ait véritablement un regard féminin, je veux dire quoi, à partir des organisations et des associations de femmes en rapport avec cette crise-là? Oui, je ne veux pas m'inscrire en faux par rapport à ce qu'a dit docteur Yvette Balana, mais je dirais simplement que la prise de parole des individus isolés, ça ne porte pas du tout. Mais maintenant, quand on est dans une organisation, il est clair qu'on peut avoir un peu plus de résultats. On n'a qu'à observer la sortie des femmes à Bamenda, parce que les journalistes ont simplement dit que les femmes sont sorties, mais il faut dire que c'était les femmes du groupe Mankon, et l'histoire nous enseigne que c'est un groupe de femmes suffisamment fort. Les Takoubeng, c'est ça? Non, dans la région du Nord, les femmes qui sont sorties avec celles qui étaient au devant de la scène étaient des femmes Okay. Or, l'histoire nous enseigne que ce sont des dames qui ont un pouvoir très prépondérant au niveau de la chefferie. Parce que dans ces communautés-là, c'est d'abord une société matrilinéaire dont le pouvoir de la mère est suffisamment fort. Ce qui fait que lorsqu'elle sort de sa cuisine, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais malheureusement, on n'a pas lu cet aspect culturel de la sortie de ces femmes-là. Donc si on tenait compte, si on avait tenu compte de cela, on aurait compris un certain nombre de choses au lieu de faire croire que ce sont des groupes isolés qui veulent pousser les Camerounais à se jeter dans la rue. Mais sur cette question, quand vous parlez de ce groupe de femmes-là, pour vous, ça devrait avoir un impact véritable. Est-ce que, je veux dire, qu'est-ce qui devrait marquer? Leur sortie ou bien le fait qu'effectivement cette sortie-là a un impact sur le déroulé des événements? Leur sortie devrait amener le politique à comprendre qu'il a touché le fond. Parce que si des personnes ne prennent pas souvent la parole et on sait qu'elles sont des personnes indiquées, dès lors que ces personnes prennent la parole, c'est pour dire que là, vous avez fait fort. Un peu comme lorsque les femmes avaient marché à Douala et que le gouverneur à l'époque était sorti pour demander aux femmes leur décision, enfin ce pourquoi elles sortent, sera pris en compte. Mais malheureusement, on a fait fi de cette réalité-là. En tant que femme ou en tant que politique, je ne sais pas très bien sous quelle casquette vous devez intervenir d'abord sur ce premier jet. Marceline Zogo, est-ce que vous avez senti en tant que femme une perception féminine de la gestion de cette crise? Je commencerai par dire que, pour répondre à votre question, les femmes ont réagi, de toute obédience confondue, politique confondue. Moi, j'ai vu les femmes réagir à travers les médias. Et bon, celle-là, c'est celle qu'on a vue. Et comme disait le docteur, ça a été de manière individuelle. Mais au-delà de ça, on n'est pas descendu, par exemple, sur le terrain, dans les quartiers, dans les marchés, pour aller savoir ce que les femmes pensaient. Et je peux dire que l'expression des femmes à travers les canaux institutionnels a été la répercussion ou le relais de ce que celles qui sont restées ou celles qui n'avaient pas, comment dire ça, qui n'avaient pas de voix, la possibilité de s'exprimer de manière un peu plus forte. C'est cette expression-là que nous avons vue. Maintenant, elle parle des femmes de Mankon, le docteur.
bon, il a manqué ce qu'elle recherche, la lecture culturelle. Je pense que ces femmes-là, contrairement à ce qu'elle dit, moi je ne pense pas qu'elles avaient quelque chose à dire. Parce que quand on a vu la synchronisation des événements, on a eu l'impression que ça a été un enrôlement. Ces femmes ont été instrumentalisées. Est-ce qu'elles sont sorties parce qu'elles avaient vraiment quelque chose à dire? Moi, je ne pense pas. Elles ont suivi le mouvement parce que ce que nous avons connu ces derniers temps est inhabituel. C'est une forme d'expression que nous ne connaissons pas au Cameroun. Et si peut-être au niveau des groupes, au sein des groupes, on n'a pas senti la réaction, moi je me dis que les femmes camerounaises ont même aussi peut-être été un peu surprises par la chronologie des faits. Elles n'ont même pas eu le temps de s'asseoir pour comprendre ce qui se passe. Parce que du problème qui a été posé à ce que nous avons vu, il y a eu un grand écart. Quand vous parlez par exemple des femmes, je prends votre couloir, hein, qui est le Parlement, on a vu par exemple que le 1er octobre dernier, pendant que des militants de votre formation politique organisaient une marche par exemple à Douala, on a vu qu'à Yaoundé également, il y avait des sénateurs, je dis qu'à l'invitation du président du Sénat, qui sont retrouvés au pied du monument de la réunification. Est-ce qu'en marge ou bien à côté de ces événements, on ne pouvait pas voir par exemple les femmes du Parlement ou les femmes d'autres organisations, que ce soit institutionnelles ou pas, par exemple se mobiliser? Est-ce que ça n'aurait pas donné un autre aspect, une autre connotation peut-être? Est-ce que ça n'aurait pas donné le là aux autres organisations féminines qu'on a voulu bien voir sur le terrain se mouvoir dans le cadre de la gestion de cette crise-là? Je vais dire que la femme africaine ou alors la femme bantou est d'une culture muette. C'est-à-dire elle ne se lève pas au premier coup de vent. C'est pour ça que je veux dire qu'on a eu l'impression, même pas on a eu l'impression, moi je pense que les femmes ont été un peu surprises par ce qu'elles ont vu et n'ont pas eu le temps de se préparer. Mais alors, la dimension de ce qui était annoncé pour le 1er octobre a quand même interpellé les femmes leaders. C'est pour ça que vous avez vu les femmes parlementaires se lever et n'ont pas attendu la réaction ou alors un mouvement qui pouvait venir des groupes sociaux tels que je l'ai entendu ici. Non, les femmes n'ont pas eu le temps de comprendre même ce qui se passait et de se préparer. Donc, les femmes leaders ont pris leurs responsabilités et elles ont parlé en tant que représentants du peuple, donc représentantes de ces autres femmes qu'on attendait, peut-être que dont vous parliez tout à l'heure. Celles-là, elles ont fait leur devoir, nous avons fait le nôtre ici, à Douala. Moi, j'ai eu à parler le 1er octobre, au meeting de la maison, qui a eu lieu à la maison du parti. J'ai parlé aux femmes et j'ai lancé un message à nos sœurs des deux régions pour leur faire comprendre que ce qui se passe en ce moment, c'est au détriment de la femme. Parce que quand l'enfant ne va pas à l'école, nous savons ici, à l'époque, nos parents transmettaient l'héritage ou alors préparaient l'avenir des enfants par quoi? On leur léguait des plantations, de cacao, de café et autres. Tel n'est plus le cas au jour d'aujourd'hui. C'est l'école. Alors si votre enfant ne peut plus aller à l'école, s'il ne peut pas aller se faire éduquer, il y a problème. Et on sait que la garantie de l'assurance vieillesse d'un parent, c'est l'avenir de son enfant. Et moi, je ne m'attendais pas à voir des femmes réagir comme ce qu'on a vu à Bamenda. Moi, j'attendais une autre réaction pour dire s'il y a problème, asseyons-nous. Et c'est ça, la femme africaine. Quand il y a problème, c'est la cuisine qui interpelle, c'est elle qui appelle au dialogue. Et c'est elle que les hommes vont consulter pour le dialogue. Pour nous poser, est-ce que vous avez senti les femmes depuis le début de cette crise? Madame Zogo, c'est une femme politique. Elle essaye de défendre sa chapelle et c'est pas moi qui la contredirai. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes, parce que j'étais à Yaoundé le 1er octobre, et c'était une espèce de sitting, même pas de marche. Et ce que j'ai vu, bon, c'était, il y a d'abord combien de parlementaires à l'Assemblée, il y a combien de parlementaires femmes au Sénat, combien à l'Assemblée. Elles étaient assises, elles étaient là, convoquées, je dis bien convoquées. Donc ce n'était pas une initiative des femmes parlementaires ou des femmes élues, même pas des conseillers municipaux, municipales, devrais-je dire, pour préciser, s'agissant des femmes comme les Madame Zogo, comme ça, qui sont dans les entités des mairies. Donc ce que je déplore personnellement, c'est cette peur que les femmes camerounaises ont d'initier, n'est-ce pas, des choses. Parce que
regardez un peu aujourd'hui. Moi, je pars sur un milieu, je crois que Dr Balaga va me comprendre. Je pars sur un point de vue purement contextuel, c'est-à-dire de jour au jour, comment on vit tous les jours. Le régime des plantains aujourd'hui est hors de prix, le héros est hors de prix. Pourquoi? Parce que depuis les régions anglophones qui sont sinistrées, on n'arrive plus à recevoir facilement des régimes de bananes ou du héros et tout le reste. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, manger du héros chez nous est devenu un luxe. Bon, moi je pense que les femmes, qu'elles soient du sud-ouest, du nord-ouest et d'ailleurs, devraient être solidaires du fait que les enfants ont eu une année blanche et que cette année ne devrait plus. Je ne pense pas que Mme Zoro doit attendre que le ministre Laurent Esso convoque une marche initiée par je ne sais pas trop qui à Douala pour aller prendre la parole à la maison du parti. Madame Zoro, tout le monde n'est pas du parti au pouvoir pour assister au meeting ordonné par le RDPC. Par exemple, dans le Dja et Lobo, il y a eu une marche soutenue par les caciques et qui, au finish, a donné, le ministre Moutazé a donné des vivres, des tonnes de vivres à ces personnes. Je ne sais pas quel était le message. Là, dit, vous êtes tranquille, laissez, il n'y a pas de problème ici. Donc, en fait, vous estimez qu'on devait voir les femmes devaient au sein des organisations, s'élever au niveau des institutions, que ce soit les femmes universitaires, que ce soit les femmes avocates, que ce soit les mamans à la maison, que ce soit les bayam, c'est l'imposi, nous on en a assez, parce qu'on n'arrive même pas à gagner notre pain quotidien. C'est-à-dire les femmes camerounaises. Je crois qu'il y a un ministère. Et ça, on n'a pas vu. Il y a un ministère. On aurait dû voir la femme qui est notre ministre, comment on appelle ça, de quoi féminine là, voilà. La famille. Elle aurait dû sortir pour dire... mais vous savez que cela ne peut pas être possible à partir du moment où ce ministère est chapeauté par une dame qui est membre d'un gouvernement. C'est donc pour ça, que je dis que pour moi, tout ça, c'est nul et non avenu. Moi, j'ai parlé en tant que journaliste et tu sais très bien que je ne suis pas une journaliste de femme. Je suis une journaliste complète. Ça veut dire que quand il s'agit des hommes, quand il s'agit des femmes, je parle. Je ne suis pas de la presse féminine. Mais ce que je veux dire, c'est que je me serais attendue à ce que des femmes, parmi des grandes dames comme Madame Zoro, des grandes dames comme d'autres personnes, Kawala et consorts, que les femmes politiques, par exemple, toutes formations confondues, se réunissent et qu'elles puissent décider de poser une action. Elles n'ont pas besoin de ça, d'aller voir le prophète du Vouri ou le prophète de Fundi pour dire qu'on veut initier. Elles voient peut-être avec Madame la ministre en disant nous sommes des personnes venues de différents milieux politiques, mais on voudrait que cela cesse. Donc, accompagnez-nous pour pouvoir essayer d'aller faire quelque chose là où vous avez échoué en passant par les canaux d'hommes ou d'autres choses. Or, aujourd'hui, la situation là où elle est là, vous savez combien ça nous coûte une journée de crise anglophone aujourd'hui dans notre pays? Vous savez combien ça nous coûte? Les conséquences économiques et financières sont importantes. Mais on va les évaluer après. Et quand on va les évaluer, qui va encore payer? Qui va payer? Ce sera l'école qui aura augmenté. Et les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. Il y a beaucoup de choses. Je dis que, honnêtement, moi, je ne vais pas être de ceux qui disent que le président Biya doit venir, il faut qu'il aille dans les régions anglophones. Non, le président Biya même. Après tout, quand vous êtes président de la République et que vous avez un gouvernement, vous avez un premier ministre, vous avez des gens rattachés à ce premier ministère, vous avez un secrétaire général, un directeur du cabinet civil, des directeurs généraux. C'est à eux de faire le travail avec la population. On reviendra sur les solutions qui sont proposées en fait l'état des lieux. Alors, Dr Barana, qu'est-ce qui peut justifier qu'on n'ait pas eu fondamentalement les femmes se mouvoir en tant qu'association, en tant qu'organisation? Est-ce que c'est lié à la nature de la femme bantou? Non, je m'inscris en faux. Vous savez, ce qu'on dit aujourd'hui sur la femme bantou, c'est l'histoire coloniale. L'histoire que nous avons sur la femme bantou, c'est celle des colons qui nous ont regardés avec les lunettes de leur histoire à elles, qui est une histoire qui a opprimé les femmes. Comprenez, qui a opprimé les femmes, contrairement à l'histoire africaine où la femme avait un statut prépondérant. Ce n'est pas les discours sur lesquels malheureusement nos sœurs s'agrippent aujourd'hui le 8 mars parce que
critique toujours cette amnésie collective-là qui fait qu'on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas notre culture, et les bribes qu'on a aujourd'hui sont des bribes d'identité. La femme bantou n'est pas atone. La femme bantou est redoutée. Elle est redoutée parce que les hommes en face croient encore en nos cosmogonies et croient que la femme est investie d'un certain pouvoir et que si elle sort la nuit, si les femmes sortent la nuit, si elles sortent nues, elles ont maudit complètement la nature, et ce pouvoir-là, les hommes le redoutent dans les sociétés traditionnelles. Et c'est dans ce sens que ma collègue disait, si le cadre était celui-là, la sortie des femmes du Mankon devait attirer l'attention des gouvernants pour dire là, il y a un problème, même si elles n'écrivent même pas un mémorandum. Ça, c'est la première, la première contre-vérité que je voulais vraiment relever. Maintenant, le disait tout à l'heure Pauline, nous avons des individualités de femmes qui ont pris la parole. Il faut qu'on rentre dans le contexte. La dame politique a dit tout à l'heure que effectivement ces femmes-là sont des femmes leaders qui ont parlé au nom de celles qui sont en retrait. Et c'est ça le drame de notre politique. Et c'est pour cela que le dialogue aujourd'hui est difficile. Parce que des choses vont du local pour le national. On n'écoute pas la base. Vous voyez? Et comme on n'écoute pas la base, on descend avec des directives. Vous avez dans notre discours politique les instructions. Et du coup, la base ne se sent pas concernée. Donc, la femme qui a pris la parole, je prends mon cas universitaire, je n'ai pas parlé pour les femmes universitaires. Parce que je ne suis pas sûre que si j'avais parlé mal et que j'avais eu des problèmes, que j'aurais derrière moi un groupe de femmes universitaires. Non, elles vont même critiquer cela. Elles vont même s'appuyer sur le fait que la femme africaine est atone, elle est muette, elle doit raser les murs pour donner son point de vue, et que mon discours est même très, je dirais, violent ou arrogant, et elles ne vont pas être solidaires de moi. Et ce n'est pas la seule raison. La principale raison, oui, s'il vous plaît, la principale raison, c'est que nous avons des positions individuelles. Et votre discours peut faire que les positions des unes et des autres, là où elles gagnent leur pain, nous sommes dans une civilisation du matériel, où chacun veut avoir les biens de la modernité, à son poste, sa voiture, son immeuble qu'il est en train de construire. Votre discours peut venir bouleverser tout cela. Donc il n'est pas... Nous n'avons pas, moi particulièrement, j'ai pris la parole dès le début de ce problème anglophone, que des gens nient. J'ai dit, il y a un problème anglophone, il est historique, et il y a une crise anglophone. Peut-être on reviendra sur la différence entre les deux. Je n'ai pas pris parole comme leader à l'université. Je ne suis pas leader à l'université. C'est que je me dis en tant qu'universitaire, en tant qu'intellectuel, je n'attends pas l'onction du politique. Le politique attend plutôt, lui qui m'a envoyé à l'école, le président a dit de me donner les bourses, que je lui apporte à partir de ma connaissance, de mon savoir, des solutions à la résolution des problèmes. Et j'ai pris la parole. Mais je n'ai pas pris la parole comme représentante d'un groupe de femmes universitaires. Pourquoi ? Quand vient le 8 mars au Cameroun, vous croyez que les femmes universitaires fêtent le 8 mars d'une manière spécifique? Ont-elles même le droit d'avoir des pancartes dans lesquelles elles disent plus de toilettes à l'université, moins d'ordures dans le campus, des bureaux? Donc c'est pour ça que je dis on a pris la parole comme des individualités, on n'a pas pris la parole comme représentante ou leader des groupes d'associations féminines. Et ces groupes d'associations féminines restent beaucoup de groupes de solidarité. Sur le plan stratégique, ce sont des groupes atones et beaucoup plus alimentaires. Alors, Dr Ogen, sur cet aspect, vous avez parlé tout à l'heure des femmes de Mankon. Bon, je ne sais pas, il y a eu cette sortie des Takoubins dans le nord-ouest le 22 septembre dernier, au cours des marches de protestation qu'on a observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je voulais préciser que lorsqu'on parle des Takoubins ici, c'est une redoutable armée de femmes âgées qui utilisent très souvent leur nudité, voilà, pour empêcher peut-être les forces de l'ordre d'harceler les manifestants ou je sais pas quoi, très souvent en conjurant le mauvais sort. C'est un mouvement qui s'est présenté comme un mouvement social et féminin très puissant, notamment dans le nord-ouest. Est-ce que cette sortie-là pouvait être un déclic? Sinon, qu'est-ce qui peut justifier que pendant toute une année de crise, qu'on n'ait pas vu fondamentalement des associations de femmes
voir vraiment des femmes se mobiliser. On est encore sur le terrain de l'état des lieux, parce qu'on va rentrer plus loin, plus tard, sur la gestion de cette crise-là et ce que devrait être le rôle des femmes par rapport à la recherche des solutions. Mais à ce niveau précisément, qu'est-ce qui peut justifier que pendant toute une année de crise, qu'on n'ait pas vu fondamentalement les femmes se mouvoir et se mobiliser de manière à faire entendre leur voix par rapport à la gestion de cette affaire? C'est assez difficile à... Enfin, votre question reste pertinente, mais il faut relever que on est dans des espaces où les uns pensent qu'ils ont leurs problèmes à eux et les autres les leurs. Donc, on voit d'un côté ceux qu'on va dire francophones, donnent l'impression de n'être pas véritablement concernés par ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et pour que les femmes se mobilisent, est-ce que les femmes dites francophones sont solidaires de ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je dirais que non. Parce que quoi? Il n'y a pas de groupe féminin qui s'engage à dire arrêtons-nous un moment pour écouter ce que les femmes disent dans le nord-ouest. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit tantôt. Quand les femmes sont sorties, les premiers rangs, c'était les femmes, c'était pas les hommes, hein, pour ceux qui ont observé la scène. Donc, on devrait se demander pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui sont au devant de la scène. Les femmes là-bas, c'était les femmes d'un certain âge. Et n'oublions pas que ce sont les femmes qui donnent la vie. Parce qu'elles donnent la vie. Si on aimait l'hypothèse que Mme Zogoa évoquait tout à l'heure, comme quoi les femmes africaines sont des muettes, ce n'est pas le cas. Si dans les muettes décident de prendre la parole, le politique devrait faire attention. Faire attention pour dire, d'habitude, on ne voit pas ces femmes sortir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elles sont sorties? Mais on s'est contenté de dire que bon, elles sont sorties avec les arbres de paix. Et comme le politique l'a dit tout à l'heure, on a instrumentalisé. Non. On ne peut pas aller dans les maisons, obliger les mères d'enfants à sortir les personnes âgées. On a même vu une femme qui était handicapée, qui avait une branche dans les bras. Donc on ne peut pas aller les obliger à sortir de leur case, parce que si on sort, c'est qu'on adhère. Donc même si on sort, on peut rester devant chez soi, mais on a vu que tout ce beau monde-là marchait. Quand elle parle de l'éducation, on ne va pas plonger dans le sentimentalisme en disant que oh, les enfants ne sont pas en train d'aller à l'école. Les enfants ne vont pas à l'école, pourquoi? Il y a certainement une raison. Quelles sont les causes réelles de cette cessation d'activité d'enseignement dans ces régions-là? À aucun moment le politique ne s'intéresse à cela, mais chaque fois on va dire les enfants ne sont pas en train d'aller à l'école. Il est vrai que l'école est fondamentale pour tous les enfants, hein, c'est fondamental. Mais maintenant, est-ce que l'État, en tant que celui qui gère la cité, ne peut pas prendre des mesures ou écouter un seul instant ce que disent les autres? Parce que nous voici sur un plateau, mais on ne voit pas quelqu'un, une femme de ces deux régions qui prend la parole pour dire voici ce que nous femmes nous revendiquons, ou voici ce que nous de cette région-là nous revendiquons. Il aurait été intéressant parce que je suis sûr que dans ces régions-là, on aura des femmes qui parlent la langue française et qui pourront s'exprimer aisément. Est-ce que ce n'est pas justement cette perception-là qui fait problème? On a l'impression qu'il y a des femmes anglophones qui posent un problème anglophones et des femmes francophones qui ne comprennent pas quel est le problème qui est posé par les femmes anglophones. Non, de toutes les façons, le politique s'arrange à se donner raison, à justifier sa position. Mais maintenant, la réalité, c'est celle des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Que réclament ces populations-là? Il aurait fallu, dans ces régions-là, on a les chefferies, et dans les chefferies, il y a la reine-mère. Il y a les épouses il y a les reines. Donc, si on peut seulement rester dans la communauté traditionnelle, on aura des porte-paroles. On aura des personnes qui vont prendre la parole pour les sans-voix. Mais malheureusement, on ne donne pas la parole à ces personnes parce que nous qui sommes ici, nous sommes dans la région du littoral, nous sommes à Douala. On n'est pas en train d'aller sur le terrain pour dire voici les personnes concernées, voici les difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes et on n'en parle pas. Parce que même nous en parlons, mais parce qu'étant toujours distants, on n'en parle pas comme si on faisait véritablement partie, comme si on faisait partie de ce noyau-là qui est en train de vivre une certaine réalité. Que le politique s'arrête un instant pour chercher à résoudre le problème. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas vu fondamentalement, je vais dire de façon
ostentatoire, hein, entre griffes, les femmes, par exemple, de votre formation politique se mobilisent. Est-ce que c'est lié au fait, est-ce que c'est parce que ces femmes se sentent comme dans une espèce de camisole de force tenue par la discipline du parti? Est-ce qu'il est possible dans votre formation politique d'avoir des femmes qui se mobilisent et qui prennent clairement position, je veux dire quoi, ou bien qui apportent des suggestions de manière à résoudre fondamentalement cette crise-là? On a par exemple regardé le casting qui a été fait. Hein. On vient de voir le Premier ministre chef du gouvernement reparti sur le terrain. Il y a un certain nombre de personnalités qui ont été choisies pour accompagner cette nouvelle mission. Là, on a parlé des délégations des élites. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ce casting-là, les femmes sont suffisamment représentées? Est-ce que ce n'est pas un problème, Marceline Zokome? Monsieur Duval, je suis très embarrassée parce que je m'insurge contre un discours qui se fait de plus en plus récurrent au Cameroun et que je ne trouve pas du tout juste. Quand on dit on ne les écoute pas, on ne les écoute pas. Le conflit en soi n'est pas une mauvaise chose. Dans une société, il est tout à fait normal qu'à un niveau ou à une étape de la vie, qu'il y ait des conflits. Parce que, à un moment donné, on ne pense pas la même chose. Ou alors, nous n'avons plus la même vision, ou alors, nous le même regard sur un certain nombre de choses. Et c'est normal qu'à ce moment-là, le conflit qui est mal entendu. Mais le plus important maintenant, c'est comment arranger les choses. Comment gérer ce conflit? Quand j'entends ici qu'on n'a pas écouté, nous sommes partis d'où? Il y a eu des revendications. Le président de la République a envoyé des équipes sur le terrain. D'abord, c'était les membres du gouvernement. Allez écouter, qu'on vous dise ce qu'il y a, qui vous disent quel est leur problème. Il y a eu, je crois, 6 points de revendications à l'ordre du jour. Et eux-mêmes, les gens du Nord-Ouest, ils ont dit, si le président de la République ne résout qu'un seul de ces 6 problèmes, si un seul point trouve solution, on arrête tout. Le chef de l'État a dit, je vous donne 2 points. Ça veut dire quoi? Non seulement on recrute 1 millier d'enseignants bilingues, mais je donne une subvention de 2 milliards pour essayer de relever un peu les manquements qu'on dénonce au niveau des établissements privés du côté du Nord-Ouest. Or, dites-moi, en quoi est-ce que le quotidien d'un enfant, d'un écolier du Nord-Ouest différencie du quotidien d'un enfant de Djaï là-bas, chez le président, c'est-à-dire dans la région du président, d'un enfant de l'extrême nord, d'un enfant de l'ouest, d'un enfant d'ailleurs? Non, quand même. Alors, à peine le président a résolu ce problème, on monte les enchères. Là encore, il évolue. Je n'ai pas apporté ce document. Sur 15 points qui ont été relevés, au moins une douzaine de points ont trouvé solution. Et non seulement ça, le président met sur pied une commission qui permet justement d'aller écouter, madame. Quand vous parlez d'écoute, il dit allez écouter. La commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, c'est pour aller consulter, aller écouter, qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Ils refusent de recevoir les membres de cette commission. La commission a vite fait d'être bottée en touche avant même qu'elle ne sorte de ses fonds baptismaux. Et tous ceux qui ont approché les délégations de négociation de cette affaire ont été recusées à la base. Alors, vous voulez qu'on négocie comment? Vous voulez qu'on écoute comment? Alors, ça veut dire que vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont braqués. Vous ne comprenez pas? Puisqu'on vous tend la main. Ils ont trouvé oreille de du chef de l'État. Ils ont trouvé une main tendue du chef de l'État. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, qui disent que le dialogue est bloqué, estiment par exemple qu'il y a des leaders qui ont été incarcérés, qui sont encore en prison, alors qu'il y a une vague qui a été libérée. Ils demandent entre autres la libération de toutes ces personnes-là. Un aspect. L'autre aspect, c'est qu'on continue d'interpeller les gens dans ces régions-là. Et ils estiment qu'on ne peut pas organiser un dialogue dans un environnement où il y a la tension, où il y a des gens qui sont encore en prison, où on continue d'interpeller les gens pour les garder. Vous comprenez pas ça? Comment on peut dire ça? Il y a eu des revendications. Oui.
Et tel que j'ai dit, l'oreille d'écoute qui leur a été servie, rien n'y a été. Ils sont passés à la phase supérieure jusqu'aux violences faites aux forces de l'ordre. Vous-même, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme infraction, comme dégâts, comme voies de fait dans ces zones-là. Mais tout le monde a droit à une sécurité. Alors, ces leaders-là, ces meneurs qui ont été enlevés, qui ont été sortis du groupe, à un moment donné, toute la République, même au niveau du RDPC, nous avons souhaité que, bon, si tant est-il que, pour que la paix revienne, qu'on relaxe ces leaders-là, ils ont été relaxés. C'est les mêmes qu'on a retrouvés en première ligne au front. Alors, des gens qui ont posé des actes graves contre la nation, des actes graves contre leurs propres frères, le militaire qui se retrouve au nord-ouest, qui vient, je ne sais pas, ou de l'ouest ou du sud, il n'est pas le frère du Camerounais du nord-ouest, du frère anglophone. Quand on encercle des brigades avec du feu, des bombes lacrymogènes, quand on encercle les commissariats, c'est ça la revendication. Et il faut laisser faire. Et que cela se fasse dans le nord-ouest, que cela se fasse dans le sud-ouest, et que cela se fasse à l'est, on n'a plus de république. Alors qu'est-ce qu'on veut? On ne peut pas institutionnaliser et laisser faire le désordre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour lui pointer sur, est-ce que justement, ce n'est pas à ce niveau que se trouve le problème? On a l'impression qu'on a, d'un côté, des gens qui croient être dans le bon droit, en protégeant les institutions, en protégeant l'État, en protégeant la République, et en face, ceux qui considèrent qu'ils ne sont pas écoutés, malgré tout ce qu'ils font, personne ne les écoute. Est-ce que ce n'est pas justement cela qui plombe les négociations et empêche qu'on puisse aller vers des situations où le lendemain serait meilleur? D'abord, je voulais relever que lorsqu'on parle de négociations, c'est un mot très récent, qui date à peine d'il y a 2 ou 3 semaines. Parce que les gens ont commencé à en parler, les diplomaties ont commencé à en parler, beaucoup de gens ont commencé à en parler. Bon, beaucoup de gens en ont fait leur cheval de bataille pour pouvoir aujourd'hui adhérer. Ça m'a fait drôlement penser à une chose que nous avions vécue en 90, quand il y avait des revendications pour la démocratie, qui a eu des marches. Avec même, parce que ce qui me plaît bien, c'est que l'Église est toujours à l'intérieur de tout ce qui se passe. Il y a eu des évêques qui ont dit, qui ont marché contre la démocratie, qui ont fait une messe contre la démocratie, pour enfin revenir à la même démocratie, même si elle n'est pas parfaite, mais qui est quand même là, puisqu'on l'appelle ainsi. Ce que je veux dire à Madame Zoro, moi je ne parlerai ici que comme une journaliste, et peut-être je pourrais m'avancer comme une observatrice qui discute avec des gens à gauche et à droite. Ce que je veux dire, c'est que il y a 2 qualités de personnes dans ce problème de crise anglophone qui était au préalable appelé problème anglophone et qui est arrivé aujourd'hui à un état d'appellation de crise anglophone. Il y a eu les avocats, il y a eu les enseignants, il y a même eu les étudiants qui ont été molestés et tout, sans que aucune femme parlementaire, aucune femme politique, ni anglophone, ni d'ailleurs, n'aille à l'université pour essayer d'enquêter, sans même qu'il y ait une enquête qui soit ordonnée pour aller voir pourquoi on a violé des pauvres, et pour savoir même ce qui arrivera aux gens qui ont perpétré ces choses. Mais il y a un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui justement a relevé ces actions contre les étudiants. Oui, les droits de l'homme et des libertés. Moi, je parle, puisqu'on parle de l'État du Cameroun, donc je parle de ce qui a pu être implémenté par l'État du Cameroun pour pouvoir voir le problème. Je passe outre tout le reste pour arriver maintenant au niveau où le chef de l'État, je ne sais pour quelle raison, parce que c'est une raison d'État certainement, décide qu'on libère les leaders anglophones pour essayer de calmer un peu le jeu. Un chef d'État, j'accepte de prendre la responsabilité de le dire ici à Mondiovision, dont les propos contenus dans le document qui autorise la libération de ces personnes-là. Le propos me semble vraiment vicié
et vicieux. Parce que ça se termine comment? Aya Biné, je ne sais pas comment il s'appelle, Paul Aya Biné, maître, je crois, arbore quelque chose. On cite, et puis on met et autres. C'est du vice. Pour moi, c'est du vice. À la limite, je dirais que c'est malhonnête, incongru, malotru. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas mis ces 3 points de suspension, quand on met etc., en bon français, quand on met etc., ça veut dire tout le monde. Ça veut dire tous ceux qui sont concernés. Mais nos magistrats ont cru bon de faire leur propre lecture en disant et autres. Ça veut dire qu'ils se sont assis, ils ont dit ok, peut-être que c'est la bonne occasion pour manger de l'argent. Si on veut libérer tel, on va demander de l'argent. Ça veut dire qu'on a cité des noms. Si tu veux aussi être parmi les autres. C'est donc pour vous un point d'achoppement important. Pour moi, c'est vraiment légaliser la mauvaise volonté de voir aboutir les choses. C'est comme ça que j'ai vu ça. Puisque c'est à partir de là que c'est devenu encore que l'incandescence a connu son escalade. Au point où nous sommes aujourd'hui. Au point où il y a donc maintenant des radicaux qui ne s'étaient pas jusqu'à présent annoncés, qui étaient tapis dans l'ombre à partir des États-Unis ou autres, je ne sais pas trop, qui ont donc commencé à profiter de l'espace vide qui était laissé, du manque de dialogue qui était laissé, pour venir maintenant commencer, si c'est eux, parce que moi, vous savez... On est donc d'accord qu'il y a eu un problème dans la gestion de cette crise-là. Oui. En tant que journaliste, je ne me permettrai jamais, sans preuve, de dire que je ne sais pas de quelle république il s'agit, qu'on dise que c'est eux qui ont balancé des bombes lacrymogènes. Quand vous regardez avec moi l'histoire est tellement forgée de ces gens qui se font harakiri eux-mêmes pour accuser les autres, pour avoir à déclencher une guerre mondiale ou n'importe quoi. Donc c'est pas difficile pour des gens de faire des choses pour dire que c'est là-bas. L'opportunité est toujours la chose la plus facile lorsqu'on veut déclencher des hostilités. Il y a des gens qui savent que si les revendications anglophones telles qu'elles sont faites aujourd'hui aboutissaient, que ce soit au fédéralisme ou à la décentralisation, ils perdraient beaucoup de pouvoir. Ils perdraient, puisque la preuve c'est que c'est depuis 90, moi je suis journaliste depuis 90 dans ce pays. C'est depuis 90 qu'il y a une nouvelle constitution, où on parle de décentralisation. 96, pardon. Moi, je suis journaliste depuis 90, où les revendications ont commencé. Et depuis 96, on a dit que c'est là. Mais l'applicabilité reste encore à venir. Ça veut dire, je ne sais pas, 31 ans après. Et qu'est-ce que vous voulez que les gens se disent? Les gens se disent qu'ils sont floués, sont lésés et tout. Mais ça ne donne pas le droit aux gens d'aller tuer d'autres personnes. Ça ne donne pas le droit de tuer d'autres personnes. J'ai dit, le président Biya, à mon avis, n'a pas besoin de rentrer, encore que pour moi, je ne vois pas ce qu'il fait dehors, à moins qu'il ne soit malade. Qu'on nous dise, comme on a vu avec le Nigeria, le président était malade, il est parti, il est revenu. Mais comment est-ce qu'un chef de guerre, c'est quand même le premier, c'est le chef suprême de tout ici. Comment il part à l'ONU avec les autres chefs d'État qui ont regagné leur pays? Lui, il est toujours là-bas. Les porte-paroles ne nous disent pas. S'il est bien, s'il n'est pas bien, on suppute, on suppose, on nous dit que non, il va... Peut-être même qu'il pourrait, je ne sais pas, je n'ose pas dire. Alors, Dr. Barana, sur cette question-là, avant de revenir peut-être sur cet élément en rapport avec la compréhension de cette crise et la gestion politique, est-ce qu'il n'y a pas une gêne de voir que les femmes qui sont les plus vulnérables dans les situations de conflit et qui très souvent même payent le prix fort au moment des négociations, du dialogue et des discussions pour le retour à la paix, sont très souvent reléguées au second plan? Mais elles ne sont pas reléguées au second plan seulement pendant cette crise. Regardez la structure de notre État. Hein? On a parlé ici du Sénat, on a parlé de l'Assemblée nationale. Regardez notre gouvernement obèse. Il y a combien de femmes dans un pays comme le Cameroun
qui, depuis les indépendances, connaît des femmes qui méritent d'occuper des postes. Je dis bien des femmes, peut-être pas des autres partis politiques, mais des femmes du parti au pouvoir, qui peuvent occuper plusieurs postes dans le gouvernement actuel. Qu'est-ce qu'on fait de la parité? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces textes qui circulent dans le monde contemporain depuis que ce monde contemporain, et je répète, qui a brimé la femme? Contrairement au monde primitif, à notre monde qu'on appelle le monde primitif. Ce monde contemporain qui se rappelle que non, on ne peut pas brimer comme ça une catégorie de personnes dans la société, on ne peut pas les mettre à l'écart des instances de décision sans que le monde ne se sente mal. Je ne veux pas dire que les femmes sont bonnes, hein. Je vous ai dit en off quand vous m'invitez à cette émission que moi je n'aime pas l'essentialisme qui consiste à croire que les femmes sont éthiques, les femmes sont meilleures, et les femmes elles sont maternelles. Non, allez dans les bureaux, allez dans les commissariats, venez dans nos amphis, vous allez voir de quoi sont capables les femmes. Celles qui, lorsque vous prenez la parole, parce qu'il n'y a pas une manière douce d'indiquer qu'on n'est pas content, qu'on est en conflit. Quand vous prenez la parole de manière forte et disent que vous êtes violente, allez les voir devant les étudiants qui sont soi-disant leurs enfants, allez les entendre des hauts responsables, même de nos universités, comment elles parlent aux étudiants. Allez dans les commissariats, allez dans les bureaux, vous allez voir, parfois, hommes comme femmes préfèrent rencontrer un homme au lieu de trouver une femme. Est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure solution si on avait eu plus de femmes dans cette délégation? C'est ce que je viens. Je ne suis donc pas dans l'essentialisme qui consiste à donner, je ne sais pas, un chèque en blanc aux femmes. Mais je suis dans la démocratie, la justice sociale, qui consiste à dire qu'il y a des groupes dans une société, il y a des gens qui sont, comment on dit, plus de 50% de la population, leur voix compte. Que ces femmes soient des monstres ou des personnes très gentilles. Donc, ça, les femmes devraient être prises en compte dans le dialogue. Mais avant de répondre à cette question, vous avez posé une autre ici tout à l'heure, celle de savoir si les femmes dites francophones ne se sentent pas solidaires des femmes anglophones. Moi, je vous ai dit, nous avons un problème anglophone. Les femmes francophones, quand on parle de problème anglophone, les femmes francophones peuvent dire qu'elles ne sont pas solidaires de ce problème-là, qui se nourrit de l'histoire, et l'histoire coloniale, qui n'est pas notre histoire précoloniale, qui est riche, qu'on peut encore explorer pour faire de belles nations. Elles peuvent dire qu'elles ne se sentent pas solidaires de ce problème s'il se pose en termes sécessionnistes. Et ce n'est pas qu'au Cameroun que les problèmes de sécession se posent. Le problème anglophone, il peut durer au Cameroun pendant des siècles. On a les Catalans. C'est depuis 1112, l'an 1112 que les Catalans existent et qu'ils exigent leur autonomie. Donc le problème anglophone est un problème qui peut perdurer. Mais qu'est-ce que la crise anglophone actuelle a soulevé, a montré? Des graves problèmes de gouvernance. Et c'est dans ce cadre-là que les femmes francophones devraient être solidaires de ce qui se passe dans les régions anglophones. Quand je dis bien ce qui se passe, je n'ai pas dit les casses. Parce que les casses, cette crise, quand moi j'ai pris position par rapport à cette crise anglophone, on était à 3 ou 4 ou 5 mois de la crise. Donc des gens ont pris position, ils ont pris la parole et ils ont dit voilà ce qui doit être fait. Mais si on a un gouvernement qui n'écoute pas, et c'est ça, je répète le mot, qui n'écoute pas même ses leaders d'opinion, même ses artistes. C'est quoi l'artiste dans ce pays? Vous voyez, avec les droits d'auteur, les autres écoutent leurs artistes, écoutent leurs philosophes. Donc quand on n'écoute pas, il y a donc des faux pas qui se font et il y a l'escalade. Vous discutez avec des gens aujourd'hui, un jour vous sortez un décret, vous dites que cette structure-là n'existe pas. Vous voulez aller dialoguer avec qui? Parce qu'on est encore dans l'esprit colonial, et vous entendez bien, les forces de l'ordre. C'est une insulte pour le peuple camerounais, indépendant depuis 1960, de parler encore de forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'était une expression coloniale, parce qu'il fallait qu'ils nous mettent en ordre pour nous piller. Ce sont les forces de sécurité. Et ces forces ont malmené des étudiants. Moi, ça m'a fait sortir de mes gonds. Et je suis passé sur les antennes. On a malmené des jeunes filles, on les a tapées, elles ont roulé dans la boue.
les associations de femmes ne sont pas sorties. Parce que je vous ai dit que nous sommes peut-être une force de mobilisation, hein, peut-être naturellement ou culturellement, mais nous n'avons pas encore une conscience politique. Nous avons perdu au travers du désastre colonial et néocolonial que nous Docteur vivons. Bernard, vous avez convoqué beaucoup d'arguments d'ordre historique, mais justement, quand on parcourt cette histoire politique du Cameroun, il y a un certain nombre d'événements où on a vu effectivement des femmes se mobiliser. À tout hasard, comme ça, on se souvient par exemple à la pendaison de Rudolf Douala Magabel, on a vu des femmes descendre dans la rue pour protester contre cette situation. Elles estimaient qu'il y avait une injustice vis-à-vis de leur leader, de leur chef. On a vu lorsqu'il fallait faire des pétitions envoyées à la SDN pendant la période de mandat, et ainsi de suite. Alors, on a vu des femmes se mobiliser. Pourquoi aujourd'hui on ne ressent plus cela, on ne voit plus ces femmes sur le terrain politique dans cette mobilisation, et ainsi de suite? Les raisons sont historiques, les raisons sont politiques. Nos gouvernants ont bridé la conscience politique, chez les hommes comme chez les femmes. Maintenant, il faut dire que les femmes sont entrées tardivement dans le circuit de l'école et de la politique, à cause de cette histoire. Et j'ai donné une autre raison ici. Elle est liée au contexte même socio-économique. Les femmes doivent défendre leurs intérêts et égoïstes. Vous voyez, égoïstes. Et si vous avez votre position, parce que nous sommes dans un pouvoir de clientélisme. Alors, si vous avez une position, on vous a mis là parce que, de façon discrétionnaire. Vous savez que chez nous, quand on dit discrétionnaire, c'est qu'on met là qui on veut. Ce n'est pas une affaire. Parce que discrétionnaire ne veut pas dire qu'on met qui on veut. On met quelqu'un qui répond au profil, peut-être du poste, qui a des compétences. Et là, c'est discrétionnaire parce qu'on peut avoir 4 personnes et on choisit de mettre qui on veut. Donc, quand quelqu'un a son gagne-pain, quand moi, la femme, je veux toujours avoir ma mèche brésilienne de 100 000 francs, coûte que vaille, je veux avoir mon petit poste là. Toutes les femmes ne vont pas accepter, peut-être comme ma collègue, moi, d'arriver à l'université, d'errer comme une âme en peine, sans avoir où s'asseoir. Alors, pourquoi voulez-vous que les gens se mouillent quand l'ère mondiale et même nationale est à la préservation de ses intérêts égoïstes? Et c'est ça le nœud du problème. Pourquoi est-ce que les femmes vont sortir dans la rue quand elles savent qu'en face, elles vont trouver les forces de l'ordre? voyez? Comment est-ce que les femmes vont sortir dans la rue, celles qui ont même le courage de le faire, quand elles savent que quand elles vont appeler, leurs autres sœurs ne vont pas sortir parce que on les a structurées, on les a éduquées dans le sens que non, la femme africaine vraiment ne dit rien, elle ne parle pas, mais allez les voir dans les foyers. Quelles sont celles qui arrêtent les maris au-dessus de la ceinture quand ils entrent? Et ce sont des femmes quoi, occidentales? Non, ce sont des histoires. Quand il faut prendre position sur la scène politique, alors les femmes camerounaises sont à tonne. Non, vraiment, l'éducation a fait que vraiment silence. Mais allons les voir sur le plan domestique et en secret dans leur bureau, comment elles fonctionnent. Non, c'est un faux débat. Le débat qui est là est celui d'une situation politique qui a inhibé toute conscience politique. Je vous ai donné un exemple ici. Est-ce que si je marche le 8 mars avec une pancarte sur laquelle j'écris plus de toilettes à l'université pour les femmes, parce que si vous êtes enceinte, vous faites pipi tout le temps, et si vous n'avez qu'une seule toilette pour 100 enseignants, il y a un problème. Est-ce que ça va enlever le président de la République de son poste? Alors quand on a bridé la conscience politique, ce n'est pas toujours le combat tel que nous l'avons dans la zone anglophone. Et c'est là où je reviens vers la femme politique qui dit il y a eu ceci, on casse, on fait ceci. Mais quand l'échange, le dialogue politique a été inhibé pendant des décennies, ceux qui ont le courage, je ne loue pas cela, je l'ai condamné dès le départ. Ceux qui ont le courage de passer par là pour être entendus, la preuve, ils sont entendus. Même si moi je dis je suis contre les révoltes, moi je préfère la révolution où des groupes bien constitués et dont les femmes se préparent pour pouvoir être entendus par le pouvoir en place. Parce qu'un pouvoir sans contre-pouvoir, on en arrive à la situation que nous avons aujourd'hui avec la crise anglophone. Dr Hogen, est-ce que pour vous, les femmes peuvent avoir une marque particulière par rapport à la gestion? Est-ce qu'elles peuvent apporter une touche particulière par rapport à la gestion de cette crise-là? Selon le contexte, oui et non. Celles qui sont dans les régions francophones, on va dire dites francophones, le politique a phagocyté la majorité.
parce que comme ma collègue l'a dit tantôt, les gens sont là pour préserver leurs avoirs. Ne sont pas du tout prêts à prendre la parole. En tout cas, elle et moi, nous prenons le risque de prendre la parole ce soir. Parce que on se dit de toutes les façons, on n'a rien à perdre. Parce qu'on dit toujours, nos vies cessent. On cesse de vivre quand on reste inactif face aux injustices. Or, celles qui sont dans les régions dites anglophones, elles ont déjà cette culture militante. On ne va pas se dire que les populations, les autres, comme le politique l'a dit tout à l'heure, on n'a pas une bande de fainéants ou une bande d'idiots au nord-ouest. Vous pensez que ces mamans-là sont contentes de voir que leurs enfants ne sont pas en train d'aller à l'école? Vous pensez que elles sont contentes de voir que les forces de sécurité, à tout hasard, un enfant a reçu une balle? Je pense que non. Il me semble que c'est le dernier retranchement que ces populations-là ont utilisé pour espérer être entendues. Donc, quand on est dans un environnement comme le nôtre, où le politique est, comme on l'a dit depuis aujourd'hui, amnésique, on fait comme si on ne savait pas quel était le problème. On a parlé de la décentralisation. Décentralisons le pouvoir. Mais maintenant, les caciques pensent à leurs intérêts. Quand on va décentraliser, la signature qui partait de Yaoundé pour Bamenda ou Boya, on n'aura plus cette signature. Donc, les avantages qui sont les nôtres, on ne les aura plus. Parce que si on fonctionne véritablement en tenant compte des besoins des uns et des autres, même si on faisait fi de l'histoire, chaque fois que quelqu'un se plaint, on doit chercher à savoir de quoi se plaint cette personne et quelle est la solution qu'on peut apporter à son problème. Donc quand on est toujours en train de vouloir embrayer sur la sécession, je pense que c'est même accorder trop d'importance à ces sécessionnistes. On dit que les États-Unis, on est en train de les instrumentaliser. Vous pensez que quelqu'un va... Les gens là, ils n'ont pas faim comme certaines populations à Douala. Quelqu'un qui a vraiment faim sera content de risquer sa vie pour être tué? Je pense que non. Donc comme quoi, il y a un sérieux problème. Et le problème doit être résolu. On nous parle de la commission qui a été mise sur pied, commission de... La commission de promotion du promotion, non, vraiment, je suis désolé. Il y a des personnes dans cette commission que j'aime bien, mais elle n'a pas de place du tout. Les gens ne vont pas s'organiser une fois de plus pour s'embourgeoiser ou contenter leurs amis et on nous fait croire qu'on est en train de résoudre le problème. Ce n'est pas du tout un problème qu'on est en train de résoudre. Ça, c'est d'un. De deux, on a voulu résoudre le problème. 4 jours avant la rentrée, on a libéré les leaders du consortium. Madame a dit tout à l'heure que... Certains. Non, j'ai parlé des leaders. Oui, vous avez raison. Certains leaders du consortium. Et elle a dit que ces mêmes leaders étaient au devant de la scène quand il a fallu encore faire du désordre. C'est quand même grave parce que moi, je n'ai vu sur aucun média Fontaine en train de se balader avec une pancarte pour dire « nous devons de nouveau casser », encore qu'ils n'ont jamais demandé à casser. Ils se sont constitués pour être les porte-parole d'une population, d'une communauté. Maintenant, c'est le politique lui-même qui a versé l'essence sur le feu. Pourquoi libérer certains et pas les autres? Donc, le politique a donné prétexte à ceux qui sont en face de continuer leur mouvement. Parce que si on avait libéré tout le monde, à ce moment-là, ce qu'ils appellent dialogue ou négociation aurait vraiment continué. Pourquoi on dise, ok, celui qu'on appelait BBC là, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il semble être le principal activiste. Qu'est-ce qu'il réclame? On a vu des gens, moi j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt un administrateur civil retraité qui a été gouverneur dans la région du Nord-Ouest et qui semble connaître, saisir vraiment au premier degré la réalité de cette région-là. Voilà des personnes qu'à aucun moment donné, on a associé au groupe qui va aller négocier. Il est à la commission de promotion de bilinguisme aussi. Bon, c'est vrai que vous ne parlez pas la même personne. Non, vous ne parlez pas la même personne. Oui, même si c'est de la même personne, mais c'est pas la même chose. Moi, je parle de son nom, c'est bien Abaka Amat. Voilà. Elle parle à Boamachori. Non, c'est pas la même personne. Lui, il n'est même pas du Nord-Ouest. Lui, il est ressortissant de l'extrême Nord. Mais il a été gouverneur dans la région du Nord-Ouest au moment où le chef de l'État a visité cette région. Et le chef de l'État a même prolongé son séjour dans le cadre de cette visite-là. Donc, lui, il a même évoqué qu'à un moment donné... Il y a un problème de casting. Il y a un problème de casting parce qu'à un moment, il dit bien que... Parce que moi, je dis, à qui profite le crime? Il y a des gens dans ce pays qui trouvent leur compte
tant qu'il y a le désordre dans la région du Nord-Ouest. Parce qu'il y en a qu'on envoie en mission. Vous pensez que sa mission, ce sont les 25 000 francs qu'on n'arrive pas à me payer à l'université de Douala? Je pense que non. Il a des jours et des jours de mission. Donc on doit vraiment se demander. On a envoyé l'armée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais une grande école comme l'école de Bafouta a été brûlée. Où étaient ces hommes en tenue quand on brûlait? Vous allez me dire que ces gars-là volent les tenues des militaires ou des hommes de sécurité pour aller brûler? On devrait se demander, on devrait vraiment enquêter pour savoir, est-ce que, comme Madame Poincier l'a dit tout à l'heure, est-ce que les uns ne profitent pas de la pluie pour aller créer le désordre de l'autre côté? Parce que je vous garantis qu'il y en a qui trouvent bien leur compte. Pour parler des femmes tout à l'heure, on a beau reprocher un certain nombre de choses à Madame Dorothy Ndjema, mais on a vu ce qu'elle a eu à faire. Son passage à l'université de Boya est marqué et remarqué. Son passage à l'université de Yaoundé 1 a été la même chose. Donc des femmes remarquables, ça ne manque pas. Mais maintenant, on a tendance à choisir des personnes qui vont dire on mange et on essuie la bouche. Or, quand on mange et on essuie la bouche, il est clair qu'on ne peut pas avancer. Les unes vont continuer à s'embourgeoiser. Quand les autres vont mourir de faim, c'est regrettable. Quelles sont les chances dont dispose la délégation, la nouvelle délégation conduite par le Premier ministre dans la région Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour résoudre définitivement cette crise-là? Il y a eu un premier échec il y a 1 an. Cette fois, il y a un nouveau casting qui a été fait, de nouvelles personnalités, parmi lesquelles beaucoup de chefs traditionnels. Est-ce que cette fois c'est la bonne pour vous, Marceline Leblanc? Je me réjouis déjà d'une chose quand j'écoute le docteur Hogan. Le docteur Hogan. Elle semble déjà ne pas rejeter la démarche qui est mise en place, mais peut-être tout simplement c'est le casting qu'elle ne semble pas apprécier. Ça veut tout simplement dire que le dialogue tel que je l'entends ici ou je l'ai entendu ailleurs est quand même effectif, quelque chose est fait. Bon, maintenant, des équipes qui ont été envoyées, diligentées sur le terrain, j'ai essayé de regarder, je crois depuis 2 jours, je vois que le Premier ministre est reçu dans certains grands groupes avec les chefs. Il a fait un certain nombre de rencontres sans casse. On a donc espoir que cela peut continuer ainsi et probablement que les uns et les autres commencent à comprendre. Je vais vous dire. Mais quand vous écoutez les leaders ça c'est les leaders. Notamment les leaders du consortium, ils estiment que on n'est pas sorti l'auberge. Oui, ça c'est les leaders. Bon, mais moi je vais vous dire, j'ai eu à discuter avec un groupe de jeunes anglophones. Leur langage n'est pas le même que celui que tiennent les leaders. Ah oui, ces jours-ci, vous verrez, certains jeunes, ils se demandent où est-ce qu'ils se trouvent. Pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés dans cette situation? Et je crois que probablement, d'ici quelque temps, vous les verrez s'exprimer. Alors, ça c'est les leaders. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont leur vision des choses. Ils savent ce qu'ils recherchent. Mais moi, j'ai vu les délégations qui sont descendues, qui sont en train d'être reçues. Les leaders, ils peuvent continuer à fantasmer sur leur projet de sécessionnisme ou alors de chantage ou de fédéralisme ou de supercherie. Mais moi, je pense que les Camerounais, après la crise, savent souvent ce qu'ils veulent. Ils savent souvent ce qu'ils veulent. Je crois que maintenant, l'heure est venue à faire la part des choses, à faire le point et maintenant à trouver une vision. Quelle différence voyez-vous avec la première mission qui avait échoué? Le problème n'est pas au niveau de la mission. Le problème est au niveau de quel état d'esprit, dans quel état d'esprit les gens se trouvent. Est-ce qu'on a fait le bon diagnostic de votre point de vue? Est-ce qu'on sait exactement où ça n'a pas marché? Je pense. Le problème se trouve au niveau de l'état d'esprit à un moment donné, dans un contexte donné. Et c'est pour ça que je dis que ne soyez pas surpris d'ici quelques temps de voir... Parce qu'on a eu l'impression qu'ils sont allés un peu sous la pression. Hein. On a vu des récentes sorties, notamment le secrétaire général des Nations Unies, à propos de cette crise anglophone-là. Et il y a le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui a sollicité, qui a exigé effectivement qu'il y ait un dialogue
et d'ailleurs un dialogue ouvert sur toutes les questions, de manière à ce qu'il n'y ait pas de sujet tabou, demandant même d'aller discuter, et même sur la question du fédéralisme. Est-ce que tout cela ne peut pas expliquer justement que les gens soient allés peut-être un peu par contrainte? À votre avis, est-ce qu'il n'y avait pas déjà le dialogue? Le président a envoyé des équipes sur le terrain. Je reviens là-dessus, et ça c'est clair et c'est vrai, et c'est ce que les gens refusent de voir. Parce que les ébauches de solutions qui ont été données, les gens ont parlé de comment on appelle ça? Ils avaient un problème de traduction de la loi uniforme OHADA. Ça a été fait. Au niveau de l'ENAM, un cycle du common law a été ouvert. Au niveau de la chambre comment on dit ça? De la Cour suprême, une section de la common law a été ouverte. Oui, mais ça c'est les revendications corporatistes. Oui, corporatistes. Sauf qu'en tout temps, il y a une mutation des revendications sur le terrain. D'accord. Maintenant, je reviens sur le rôle qui a été confié à la fameuse commission que tout le monde veut rejeter aujourd'hui. Le rôle de cette commission était justement de descendre et d'aller écouter les Camerounais, pas seulement du Nord-Ouest, pas seulement du Sud, sur tous les points. C'est ce qui était dit. C'est pas parce qu'aujourd'hui on va nous dire que les Nations Unies ont dit, les ambassadeurs ont dit, le président, lui, il avait déjà trouvé une solution à travers cette commission qui devait aller écouter les Camerounais dans tous les corps, les secteurs, les groupes, les villages, les chefs et autres. Il y a eu mauvaise foi, ça il faut le reconnaître. De la part de? De la part de la partie d'en face, de ceux qui se disent lésés ou alors je ne sais pas quoi. Il y a eu mauvaise foi. Le dialogue était déjà installé. Le dialogue était déjà instauré. Bon, maintenant que les avis des uns et des autres, quand même, les avis des uns et des autres viennent accompagner ce qui a été fait, c'est une bonne chose. Vous vous souvenez quand même que lorsque les négociations ont commencé, quelques temps après, on a arrêté ces leaders de consortium qu'on a mis en prison. Hein. Mais pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Pendant que les gens étaient en pleine réunion, on a commencé à brûler les voitures dehors, à casser les voitures dehors. Les gens ne sont pas sortis en sécurité. On ne pouvait plus continuer dans cette état. Mais c'est pas eux qui brûlaient puisqu'ils étaient en réunion, justement. Je dis justement que dehors, ça se cassait. Pendant qu'on a arrêté. Oui, c'est ce qui cassait qu'on a arrêté. Ça se brûlait dehors, ça brûlait dehors, ça se cassait dehors. Mais alors, vous auriez voulu qu'on continue comment? Essayez de nous dire qu'on continue comment? Quand les gens refusent le dialogue systématiquement. Tout se passe ici comme si rien n'avait été fait, comme si rien n'avait été amorcé. Une main a été tendue, elle a été refusée parce que les gens avaient un calendrier, les gens avaient fait un plan d'action bien défini et on le voit se dérouler au jour d'aujourd'hui, malheureusement pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on joue. Est-ce que vous croyez à cette nouvelle phase du dialogue-là? Est-ce que pour vous, on est sur la bonne voie là maintenant? Avec les nouvelles délégations des élites qui sont sur le terrain. Pour commencer, je voulais d'abord dire à Mme Zogo que c'est une très petite étincelle qui fait un très grand feu de brousse. Et après, même les pompiers de tout un pays n'arrivent pas à éteindre. On a vu encore dernièrement en France et aux États-Unis ce qui se passe quand un fumeur peut laisser une cigarette traîner. Voilà. Donc, et puis moi, je déteste formellement, profondément, ce discours qui consiste à nous prendre pour des gens qui n'ont pas de cervelle, qui consiste à nous infantiliser, comme pour dire que, oui, ce sont ces leaders-là qui ont instrumentalisé les gens dehors. Et ce sont les leaders anglophones qui ont instrumentalisé les gens ici le 28 février 2008. Allons-y chercher à savoir. Il y a toujours des problèmes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage et puis lorsqu'ils voient que devant il y a un problème, ils s'emparent de ce problème à leur manière. Madame Zoro, si vous voulez que ce pays brûle, nous tous on va le voir brûler. Parce que je vous rappelle, vous avez des enfants, tout le monde a des enfants. Même ces enfants, apparemment, ne sont plus en sécurité nulle part aujourd'hui. Puisqu'on dit que les Ambazoniens, comme on dit, sont à l'étranger. Ce qui veut donc dire que même les pontes qui ont des enfants à l'étranger, ces enfants ne seront pas. Moi, je voudrais un discours apaisant. Je voudrais un discours d'apaisement, surtout venant d'une femme politique respectée, qui de surcroît est une amie.
Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que ne relayez pas ce que j'ai entendu à la télévision, ça et là, ces derniers temps. Où on dit que tel a fait ceci, oui, c'est eux, c'est eux. On accuse énormément des gens sans preuve pour dire que c'est eux, parce que, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec la violence qui se passe en zone anglophone. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, une grand-mère m'a dit un jour que lorsqu'un enfant est en colère, et quand il est incompris, se sent incompris, il peut peut-être casser son pot, son assiette. Et si on vient le gifler fort parce qu'il a mis de la nourriture par terre, cet enfant, s'il est vraiment très en colère, peut prendre un gros caillou et lancer de toutes ses forces à l'adulte qui ne lui a donné qu'une petite gifle, mais qui lui a fait mal. Donc il faut qu'on fasse très attention. L'heure n'est pas au discours pour dire oui, on attise ici parce que les autres ont fait cela. J'ai dit libérer les gens qui sont en prison. Moi, si on m'avait demandé mon avis, mais je suis qui? Je suis qu'un simple leader d'opinion qui écrit ses chroniques qu'on n'écoute même peut-être pas. Mais je dis que si on me demandait mon avis, si on avait appelé quelques journalistes de toute corporation, que ce soit le privé, l'international ou le public, on nous aurait dit de dire ce que nous mettons dans nos éditoriaux. Les gens auraient vu les divergences d'opinion, on nous aurait demandé notre avis. Le ministre de la Communication a qualité, je crois, pour faire cela. On aurait pu prendre les agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture a qualité pour regrouper ces gens. On aurait pu prendre des enseignants qui vivent, c'est-à-dire que pas seulement dans les zones anglophones qui sont aujourd'hui lésées, mais ailleurs. Pour qu'on ait un regard. Non, j'ai dit un regard. C'est pas ça. Il fallait revendiquer pour vous. Les anglophones et les francophones, il fallait qu'on revendique nos choses. Il fallait pas qu'on attende que les anglophones commencent pour qu'on dise qu'il y a des problèmes partout. Encore que c'est toujours vous qui dites au président, bien, tout est bien, vraiment c'est très beau et tout. Mais quand les anglophones revendiquent leurs choses, on dit que pourquoi? Moi j'ai entendu un grand homme du comité central du RDPC qui disait « Oh, dans mon village là-bas, il y a les problèmes. » Mais que chacun donc pleure. Hein? Je ne suis pas sûr que le président Biya, tant qu'il ne vous entend pas pleurer, et que chaque jour il vous entend acclamer pour dire que c'est bon, c'est bon. Lui, il est dans son confort là-bas où il se demande même pourquoi nous, on gronde dehors, pourquoi on bavarde. Parce qu'il se dit qu'on lui rapporte tous les jours que tout va très bien. Donc, on devrait, de votre point de vue, regrouper un certain nombre de leaders. Il ne faut pas partir de... J'aime beaucoup M. Philemon Yang, que je trouve même d'ailleurs très mignon pour son âge. Mais je dis que, malgré tout cela, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je pense que dans les négociations, il faut éviter de partir du sommet à la base. On a vu l'échec cinglant que ça a donné au niveau du RDPC. Où la base a été méprisée et tout. Et on a vu comment le RDPC a perdu certaines communes et certaines choses parce que les gens ont dit, OK, puis on nous prend pour... On a vu ce qui s'est passé dernièrement à Yaoundé 6e. Donc je dis, il faut essayer de commencer à voir les gens sur la plateforme basse. Et puis maintenant, on discute avec un chef, qu'on institue des représentants pour parler. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui élisent leur propre leader pour aller parler au nom d'un groupe, Et après, c'est un hameau, un village, un arrondissement, un département, et ainsi de suite. Moi, j'aime bien mon père, le roi Esso, mais je ne veux plus le voir à son âge-là, quitter toujours de Yaoundé pour venir marcher ici. S'il attrape l'insolation, parce qu'il faut qu'il marche de la maison du parti au palais du gouverneur, on va dire que qu'est-ce qui est arrivé. On m'a dit dernièrement qu'on a dû leur apporter des voitures qui les suivaient avec de l'eau. Non. J'ai dit ce qui m'a été rapporté. Puisque j'étais là. Mais toi, tu es jeune. Moi, j'étais à Yaoundé. À Yaoundé, les papas, grands-pères qui étaient au Sénat n'ont même pas pu faire une marche. Oui, bon, ça c'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est la journaliste qui parle. Okay. Pour dire donc, il faut qu'on arrête de partir du sommet à la base, il faut qu'on essaye de partir de la base. Le président Biya lui-même a dit aux membres de son propre parti qu'il voudrait que désormais, on écoute la base. Et qui c'est qui est fâché? Qui c'est qui est fâché en zone anglophone? C'est la base.
Les gens qui ont parlé le 11 octobre, ce ne sont que les avocats et les enseignants qui demandaient leur... l'amélioration de la condition de travail. Mais la colère anglophone ne date pas d'hier. Elle date d'il y a plus de 40 ans, Madame Zoro. D'après ce que nous disent les livres d'histoire. Elle date depuis le temps de Foncha et même un peu avant ça. Donc, les gens, là, les sécessionnistes, n'ont rien à voir avec les anglophones du Cameroun. Il y a des gens qui veulent être anglophones du Nigeria depuis, comme de Biafra. Ce ne sont pas pour moi des Camerounais. On parlait des Camerounais qui souffrent dans leur chair. Moi, comme vous, on a la chance de s'exprimer en anglais. Moi, je vais même à Limbe, je parle en Bassa, puisque je trouve des gens qui parlent Bassa là-bas et qui sont anglophones. Tout le monde n'a pas cette heure-là. Donc, j'ai dit cette heure, H-E-U-R, pour les gens qui ne doivent pas demain écrire dans les réseaux sociaux qu'elle a dit cette heure. Donc, ce que je voudrais donc dire ici, c'est que honnêtement, le problème est petit. Mais c'est nous qui amplifions, parce qu'on veut justifier les missions, on veut justifier notre appartenance à un groupe. Il y a des gens dont nous tous nous connaissons les noms. Moi, je parle en tant que journaliste, je n'ai rien contre des personnes. Par exemple, Philemon Yang n'est pas un type rejeté. Philemon Yang est seulement quelqu'un qu'on ne veut pas accepter, parce qu'on se dit que si le président peut l'envoyer, donc même le président peut venir. Mais il y a des gens comme les messieurs Atanganji, qui ont été rejetés dès les premières heures. Tout le monde l'a vu, les gens, je crois qu'Equinox a filmé et tout. Donc pourquoi continuer à vouloir persécuter des gens qui ne veulent pas des émissaires? Même dans la Bible, Madame Zoro, on est toutes deux chrétiennes catholiques, on fréquente la même église tous les dimanches. On dit il a envoyé des ouvriers, on les a rejetés. Il a envoyé, même l'office, on a tué. On doit envoyer Frambi à Bamenda pour qu'il essaye d'instituer le dialogue. Je dis non. Il y a des gens, vous êtes là, Madame Zoro. Il y a beaucoup d'autres gens comme vous dans ce pays qui ne sont même pas anglophones. Voilà des personnes. Madame Zoro n'acceptera pas. Voilà des gens valables. Parce qu'elle a dit Pauline, pendant combien? Qui est même anglophone au Cameroun aujourd'hui qui ne l'est pas? Dans toutes nos maisons aujourd'hui, les enfants sont de culture anglophone. Il y a des maisons en zone francophone où vous trouvez tous les enfants inscrits dans des... Voilà justement un discours qui n'aime pas entendre. Alors, je voulais juste terminer. Et je dis, d'ici 10-15 ans, je crois que nous serons pratiquement majoritaires. Je voulais juste que vous disiez à vos chefs, Madame Zoro, puisque c'est eux qui ont le pays. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous leur disiez que les affaires de commission, là, qu'on arrête avec ça. Asseyez-vous. Voyez avec les autres partis politiques. Entre vous, hein, réglez ça politiquement. Qu'on voit seulement comment le SDF, le RDPC, l'UNDP et tout ont une grosse commission qui est partie sur le terrain pour essayer de pacifier, n'est-ce pas, le problème. Vraiment. Qu'on ne dise pas que c'est le président Biak qui a fait. Qu'on dise retour que... au parti unique, quoi. Oui, pourquoi pas, si ça peut se préserver la paix. Docteur Barana, est-ce que cette forme de dialogue-là, telle qu'elle est décrite par Pauline Poincier, vous convient? Moi, je vais vous surprendre. Cette histoire de dialogue dont on parle aujourd'hui tous les jours, c'est du dilatoire. C'est du dilatoire. Le dialogue, qu'est-ce que le dialogue? Il y a dialogue quand 2 ou 3 personnes se retrouvent et échangent sur un sujet. Quels sont donc ceux qui se retrouvent pour échanger sur le sujet? Et sur le champ politique, qui dialogue sur le champ politique? Ce sont des groupes, des forces politiques, des partis politiques, des associations, de la société civile. On descend là, on dialogue avec qui? Et on dialogue sur quel sujet? Moi, je vous ai dit, le problème anglophone, il est là. Il est vieux, il est séculaire, il peut se réveiller même dans 100 ans, comme on voit chez les autres. Mais la crise anglophone a révélé qu'il y a un problème de gouvernance, il y a des problèmes de gouvernance au Cameroun. Et on ne résout pas les problèmes de gouvernance avec les commissions qui enrichissent ceux qui le sont déjà, ou avec des dialogues. On résout les problèmes de gouvernance avec des réformes.
Et quand nous disons même souvent réforme profonde, c'est un pléonasme. La réforme veut dire qu'on change radicalement quelque chose depuis qu'il y a la crise anglophone. Dites-nous quelle est la réforme que le gouvernement camerounais a mis sur la table. Radical, changement radical, sur tous les plans politiques, le code électoral, la décentralisation, l'éducation. Montrez-nous la réforme. Et les gens sont en train de dire dialogue pour avoir des missions. Et ce dialogue-là, qui est toujours en panne? Ce qu'on ne dit pas, moi je l'ai suivi sur les antennes de la radio officielle aujourd'hui. Un député a été brutalisé. Sa maison a été incendiée. C'était l'édito d'une journaliste bien célèbre avant 13h, à 13h moins 10. Ça veut dire que cette forme-là, on se moque des Camerounais. Il y a des problèmes profonds au Cameroun. Et s'il y en a qui se lèvent pour poser leurs problèmes, il ne faut pas que d'autres disent il y a des problèmes dans mon village. Donc, il y a des problèmes dans ton village et tu ne dis rien. Nous parlons des femmes aujourd'hui. Quand les femmes n'ont pas l'eau, la femme reste aujourd'hui le bastion de la parentalité. C'est-à-dire quand il n'y a pas l'eau, c'est elle qui sait qu'il n'y a pas l'eau. L'homme peut arriver le soir, il va toujours trouver son seau d'eau. Parce que la femme et les enfants ont apprêté le seau d'eau. Quand est-ce que les femmes sont sorties pour revendiquer l'eau? Je me rappelle qu'il y a 2 femmes politiques qui ont appelé à marcher pour l'eau. Moi, j'ai ri. J'ai dit, mais les politiciens du Cameroun, on dit tous les jours que ce n'est pas la révolte qui va créer, qui va arranger les choses. Madame, je peux être contente là, parce que je suis pour celle qui dit que ce n'est pas la révolte. On instrumentalise. La révolte peut être une étape vers la révolution. Elle peut être une étape vers la révolution. On dit même aussi que la violence est une forme d'expression. Bien sûr. Mais il faut que la révolte débouche sur la révolution. Et pour qu'elle débouche sur la révolution, il faut une conscience politique. Quand vous dites aujourd'hui qu'on n'a pas le vous mettez dans la rue, combien de femmes ont donc suivi ces dames qui ont dit qu'elles vont... Elles se sont retrouvées seules dans la rue. Donc, on ne résout pas les problèmes que le Cameroun affronte aujourd'hui avec des commissions. Et quand on vous dit ce que les membres de ces commissions encaissent comme perdième, vous posez les mains sur la tête, vous dites, mais ça peut construire combien de bureaux des enseignants à l'université de Douala qui existent depuis 20 ans? Moi, si j'ai ça, alors, dans mon village. Moi, je le dis tous les jours sur les plateaux de télévision, parce que si un jour le président de la République, par hasard, écoute une émission, qu'il sache qu'il y a une femme au Cameroun qui arrive à l'université et qui cherche un bureau où entrer avec ses affaires. Je vais attendre que toutes les femmes des autres universités se plaignent, parce que le problème anglophone que vous posez là, il y a le problème dans toutes les régions du Cameroun. Non, que ces régions-là se lèvent et posent les problèmes qui se présentent aujourd'hui au Cameroun. Et les gens crient, ils gémissent en silence quand vous parlez fort, comme nous sommes en train de le faire ce soir. Oh, vraiment, elle est violente. Moi, j'assume cette violence parce que je ne vois pas une femme qui, quand elle est fâchée contre son mari, même celles qui veulent faire les femmes bantoues calmes quand nous sommes en public, elles attendent leur mari avec un discours violent. Elles arrêtent ici par la ceinture pour dire on va voir ce Dieu. Quand elles viennent dans les bureaux, dans les assemblées, elles disent non, moi je suis calme. Il faut les voir même avec leurs petits copains. Même le taximan, celui qui m'amenait ici aujourd'hui, la copine appelée, elle avait appelé 4 fois. Il s'est plaint. Donc il faut bien qu'on arrête avec cette histoire qui fait des femmes, des êtres humains à part, qui n'ont pas de sentiments et qui doivent toujours appuyer là quand ça fait mal. Non, nous avons des problèmes graves au Cameroun et aucun dialogue tel qu'on l'organise là ne peut résoudre ce problème. Il faudrait des réformes et je dis bien, le français dit réforme, c'est changement radical et profond au niveau de quoi? Des institutions. C'est ça que nous attendons. Bien. Malheureusement, on ne tenu pas les impératifs du temps. On va se séparer dans quelques secondes. Le temps peut-être de dire un dernier mot, docteur Roguin. Bon, je crois que ma collègue a conclu, hein, j'ai plus grand chose à dire. Donc il faut absolument les réformes et que la suite continue et que la paix règne. C'est pas parce que les enfants des francophones vont dans les écoles anglophones qu'on va dire que le Cameroun sera bilingue demain. Non, ça c'est de la triche. Et les enfants francophones vont dans les écoles anglophones parce que ces parents-là savent que le monde aujourd'hui c'est l'anglais qui prédomine et que le système éducatif, le sous-système anglophone est bien meilleur que le sous-système francophone. On va se séparer. Marceline Zogo, merci d'être venue sur ce plateau. Oui, je veux tout simplement dire au cher docteur que le président de la République, son Excellence Paul Biya,
a fait de la liberté d'expression un droit fondamental dans ce pays. Et on le voit. Elles sont là, elles s'expriment, elles disent ce qu'elles veulent. Le problème n'est pas dans que dans ce que les gens posent des problèmes ou que les uns n'en posent pas. Non, c'est la manière. Et comme elle a dit, c'est la triche que nous refusons. Quand les gens décident d'attaquer l'État parce qu'ils se servent de subterfuge pour dire qu'ils posent des problèmes, on dira toujours non. Exprimez-vous, mais pas la triche. Merci. Oui, merci Duval. Je voulais seulement dire à mon amie et sœur, Madame Zoro, que c'est pas Paul Biya qui m'a donné le droit de parler. C'est moi qui ai donné à Paul Biya le pouvoir de dire. Avant 82, tu ne serais pas ici en train de parler comme tu parles. Avant l'arrivée de Paul Biya, je dis avant l'arrivée de Paul Biya, ce ne serait pas arrivé. Je crois que le temps est limité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, quand je suis venu en 90, je suis entré dans non pas une guerre de violence, mais j'étais de ceux qui revendiquaient les droits et les libertés comme celle d'expression. La liberté, c'est vrai, la liberté, Madame Zoro, ne me perturbez pas, je vais quand même, Duval va me laisser dire ce que j'ai à dire. J'ai dit que c'est pas votre président qui m'a donné la liberté de m'exprimer. Je vous rappelle que je suis du sang de Oumyobé. Et je ne pense pas que c'est le président Biya qui a dit à Oumyobé d'aller à l'ONU pour revendiquer l'indépendance du Cameroun. Il était déjà là. Parce que c'était les histoires de 58. Bon, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que je n'attends pas qu'on me donne la liberté. La liberté, c'est une chose qui s'arrache. Je n'attends pas. Il n'y a que Dieu seul qui peut m'enlever la liberté. Maintenant, puisque vous avez la possibilité de parler aux gens qui peuvent parler à M. Paul Biya, dites à M. Paul Biya de jeter du lest et dites-lui de communiquer avec son peuple. Il n'est pas là-bas et puis il a affaire à des... Sinon, vraiment ce pays, c'est moi, c'est la journaliste qui observe, qui vous dit. J'ai essayé d'interpeller des gens qui travaillent avec vous. Les gens n'écoutent pas parce que quand c'est un journaliste, on vous dit pourquoi vous ne nous avez pas prévenu en 2008, en février, et quand vous commencez à leur dire attention, attention, les pendules sont en train de clignoter, on croit que vous venez pour demander de l'argent parce que vous avez besoin d'argent. Mêlez les journalistes de tous bords, mêlez les avocats, tous les corps de métier, essayez de prendre de votre temps et de votre argent pour créer des choses, pas les commissions qu'on voit là, mais des assises. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça apportera l'apaisement. Parce que le Cameroun est un pays de paix. Et le jour qui va s'embraser, nous, on va faire 50 ans de guerre. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Ce pays ne va pas s'embraser. Merci, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Merci infiniment pour vos contributions dans le cadre de ce débat. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous, Dr Yvette Balana. Merci à vous, Dr Roguin. Merci à vous, Marcel Zogo. Et à vous, Pauline Poincier-Maïnga. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.